Névrose et psychose de Sigmund Freud. Avant Freud, écrit Sándor Ferenczi, la psychiatrie ne reposait pas sur la psychologie. On s'efforçait de ramener les symptômes pathologiques à des altérations du cerveau. Page 11. Freud a montré que la souffrance psychique et ses conséquences échappent au mécanisme cérébral. C'est-à-dire que la vie émotionnelle est au-dessus de l'activité purement cérébrale. On peut parler de vie mentale autonome, non biologique. Ce qui veut dire qu'un individu peut développer des maladies mentales sans que son cerveau soit altéré. Les altérations moléculaires ne sont donc pas forcément à l'origine des troubles mentaux. Le point de vue purement physiologique ne peut hélas expliquer les psychoses et autres névroses. Avant Freud, il ne vint à l'esprit d'aucun psychiatre de chercher une explication psychologique aux symptômes psychotiques. Mais avec Freud, les contenus psychiques et les effets psychologiques déréglés commencèrent à trouver une explication dans le fonctionnement psychique des émotions, c'est-à-dire la vie mentale dans ses aspects conscients et inconscients. L'introspection est donc devenue le premier outil d'analyse de la vie mentale. Freud parle d'investigation introspective. Page 57. Dès lors, la psychanalyse va devenir la seule voie pour décortiquer les maladies mentales fonctionnelles. Ainsi, nous sommes tous soumis à des dérèglements intérieurs qui sont d'ordre émotionnel. Les névroses et les psychoses, plus particulièrement, font partie de ces dérèglements intérieurs. Tout se détermine entre l'intériorité de l'être et l'extériorité de l'être. Les relations entre le moi et le monde extérieur sont donc essentielles pour déterminer les facteurs d'écrasement du moi. Freud parle de facteurs exogènes qui favorisent les troubles émotionnels. Page 22. Ainsi, les forces extérieures s'opposant au moi sont susceptibles d'engendrer du refoulement. C'est-à-dire que la domination du monde extérieur peut être si forte que le moi, pour se protéger, se réfugie dans les bras du refoulement. Page 29. C'est quand la réalité s'est refusée au désir d'une façon grave et qui apparaît de manière insupportable pour le moi. Page 32. Concernant le refoulement, Freud le décompose en 3 phases, mais pour une meilleure compréhension, nous allons seulement nous intéresser à la 3e phase, la plus importante. Dans cette phase, c'est la notion de détachement de la libido ou baisse significative de l'intérêt libidinal à l'égard du monde extérieur qui engendre le refoulement. La libido, selon Freud, s'établit sur 2 pulsions, à savoir la pulsion de vie, c'est-à-dire Eros, et la pulsion de mort, c'est-à-dire Thanatos. Et il est tout à fait possible, écrit Freud, que le détachement de la libido constitue le mécanisme essentiel et régulier de tout refoulement. Page 78. L'individu veut oublier. Intentionnellement, il repousse et refoule hors de sa pensée consciente les facteurs extérieurs persécuteurs. Autrement dit, le refoulement est un attachement auquel il a été mis fin. Page 79. Il nous faut désormais aborder le thème principal, à savoir la névrose et la psychose. La névrose ne nie pas la réalité, elle veut seulement ne rien en savoir, écrit Freud, page 44. La névrose est une fuite hors de la vie réelle. Le moi essaie de se protéger contre toute rencontre avec un fragment de la réalité qui lui est insupportable, page 47. Le névrosé se réfugie dans un passé réel plus satisfaisant. Freud parle de régression. Quant à la psychose, celle-ci emprunte une voie plus autocratique, c'est-à-dire plus despotique. En effet, la psychose, écrit Freud, nie la réalité et cherche à la remplacer en reconstruisant une autre. Page 44, page 46. C'est pourquoi le monde fantasmatique, c'est-à-dire qui relève du fantasme, est un réservoir d'idées fantastiques, irréelles et imaginaires, dans lequel le moi va s'engouffrer pour échapper à la réalité. Ce monde parallèle est une nouvelle réalité, un refuge pour le moi. Dans les 2 cas, le refoulement intervient comme un moyen d'échapper au réel.
Il y a donc une analogie entre névrose et psychose, page 46. Comme on vient de le voir, la névrose évite le fragment de réalité insupportable. Toutefois, elle est tentée de remplacer la réalité non souhaitée par une autre plus désirable, page 47. La névrose rejoint ainsi la psychose. La question d'un substitut de la réalité est une démarche naturelle. Le moi tend spontanément à fuir le réel. Selon Bergson, le cerveau a pour fonction première de maintenir notre attention fixée sur la réalité immédiate des choses pour que l'on ne s'écarte pas des conditions objectives de survie de la vie biologique. Bergson va dans le sens de Freud quand il affirme qu'il y a infiniment plus dans la conscience humaine que dans le cerveau correspondant. La vie mentale déborde donc de la vie cérébrale. La vie mentale semble donc être indépendante, voire autonome, ce qui accrédite l'idée freudienne que le moi tend à refouler la réalité que le cerveau lui impose. Le réel apparaît ainsi comme un exil forcé dans le monde de la matière. Probablement que les névroses et les psychoses sont la traduction d'un réflexe instinctif très puissant à l'encontre de cet exil forcé. Mais cela est une autre histoire. Cette jointure devra être épaissie pour approfondir l'idée de la vie spirituelle, voire celle de l'âme.